Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Juliette Vargas, je travaille pour Educarte. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Educarte, c'est donc une ressource pédagogique en ligne qui est proposée par la chaîne Arte, qui propose des vidéos dans plusieurs langues et des outils de création pour pouvoir découper, annoter ses propres extraits et créer des cartes mentales. C'est une ressource qui est disponible sur abonnement des établissements ou des collectivités territoriales. Et autour de cette plateforme, on propose donc un accompagnement pédagogique, parmi lequel ces masterclass. Donc, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Adina Révol, Muriel Hervaux et Jean-Brieuc Demeuse pour cette masterclass sur le sujet comment aborder l'Union européenne en classe. L'idée de cette masterclass, c'était vraiment de pouvoir vous donner à vous, enseignants, des idées, des clés pour pouvoir parler de ce sujet avec vos élèves. Comme je le disais, je suis ravie d'avoir trois intervenants de qualité qui vont pouvoir présenter pour Adina Révol, qui est donc chef du secteur presse et chargée de parole et porte-parole de la Commission européenne en France, qui va pouvoir présenter les dispositifs de la Commission européenne à ce propos et un petit peu le fonctionnement des institutions. Muriel Hervaux, qui est animatrice Europe pour la région Pays de la Loire, va pouvoir présenter justement son métier et comment elle intervient auprès des classes pour présenter l'Union européenne. Et Jean-Brieuc Demeuse, qui travaille, lui, pour la région Pays de la Loire au sein du service Action européenne et de la direction des politiques européennes, va pouvoir présenter des projets qui ont été montés dans la région, notamment un projet contre le harcèlement, et puis voilà, d'autres projets européens qui ont été mises en œuvre dans la région. Moi, je modérerai ensuite à l'issue des présentations les échanges. Donc, vous voyez que vous avez un chat en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à écrire les questions quand elles vous viennent et puis je les poserai ensuite à l'issue des présentations. Et je coupe tout de suite mon micro pour laisser la parole à Adina. Merci beaucoup. Bonjour Juliette, bonjour à tout le monde. On me dit que vous êtes nombreux aujourd'hui à vous connecter pour cette masterclass sur l'Europe. Donc, je suis venue vous parler justement de l'Europe. Et pour connaître l'Europe, il faut que je vous parle de ces institutions. Et derrière ces institutions, il y a des visages. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous montrer les visages de l'Europe et de vous montrer aussi les dispositifs que la représentation en France de la Commission européenne a développés pour parler d'Europe aux jeunes citoyens, parce qu'effectivement, enseigner l'Europe aux jeunes est un enjeu très important pour les aider à devenir des citoyens européens actifs. Alors, on dit souvent que l'Europe, c'est compliqué. On dit souvent que que Bruxelles décide de tout. Il faut savoir que Bruxelles, ce n'est pas juste une institution. Il y a plusieurs institutions. Et donc, pour comprendre, aujourd'hui, je vous ai préparé une toute petite présentation pour vous donner des images, parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que de voir qui se cache derrière le Conseil de l'Union européenne, le Conseil européen, la Commission européenne, parce que c'est vrai que parfois, pour ceux qui ne sont pas dans le moule bruxellois, ça peut paraître compliqué. Donc voilà, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous expliquer quels sont les rôles, quel est le rôle de chaque institution, et ensuite d'échanger avec vous. Donc, quelles sont les institutions de l'Union européenne? Il y a d'abord le Conseil européen. Donc, vous savez, vous entendez souvent à la télé, les leaders européens se sont rencontrés pour un sommet à Bruxelles ou parfois dans les États membres. Dernièrement, en France, on a eu un sommet à Versailles. C'était un sommet informel des chefs d'État et de gouvernement, donc dans le cadre du Conseil européen. Et donc, quel est le rôle du Conseil européen? C'est de donner les grandes orientations pour la construction européenne. C'est une institution qui est là depuis 2009 de manière formelle. Et en fait, c'est une institution qui donne les grandes directions. Et elle est présidée depuis 2009 par un président en fait qui est là pour 2,5 ans. Renouvelable une fois. Donc, le président Charles Michel vient d'être réélu justement lors du dernier Conseil européen. Donc, vous le voyez ici sur la photo. Charles Michel, ancien Premier ministre de la Belgique et président du Conseil européen depuis 2019. Et sur la photo,
Cette photo a été prise dans l'immeuble où se tient le Conseil européen, l'immeuble Europa à Bruxelles. Et donc, vous voyez les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Donc, c'est une photo qui a été prise l'année dernière au mois d'octobre, lors du Conseil européen du mois d'octobre. Tout à gauche, il y a la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est là, qui participe. Et ensuite, vous voyez les chefs d'État et de gouvernement des différents États. Et donc, c'est très important parce que vous voyez sur cette photo les premiers ministres ou les présidents de chaque État qui participent à ce Conseil européen, qui donne les grandes orientations stratégiques. Alors, c'est quoi ces grandes orientations stratégiques? Dernièrement, c'est des discussions sur l'énergie, sur comment gérer la guerre en Ukraine, comment gérer la défense européenne. Donc, lors du dernier Conseil européen, les chefs d'État sont mis d'accord pour acheter du gaz en commun au niveau de l'Union européenne. Ils ont approuvé un plan d'action pour l'Europe de la défense d'ici 10 ans. Et donc, ce sont des mesures qui sont finalement stratégiques, mais très concrètes pour les citoyens européens. Ensuite, il y a la Commission européenne. Alors, la Commission européenne... Alors oui, voilà, pardon. Vous avez donc une deuxième photo d'une séance de travail qui vient de passer. C'est une séance de travail du Conseil européen. Donc là, c'est la salle de travail du Conseil européen. Donc encore une fois, dans cette idée d'humaniser l'Europe, de montrer les visages derrière l'Europe, vous voyez les chefs d'État et de gouvernement qui travaillent en fait lors des sessions du Conseil européen. Alors si vous voulez chercher plus d'images ou plus de déclarations presse, sachez donc j'ai mis ici sur ce PowerPoint qui vous sera distribué. Vous pouvez le chercher donc dans la newsroom donc du Conseil européen, où vous avez les déclarations de presse que les chefs d'État font avant leur arrivée au Conseil européen, et vous avez aussi plein de photos des chefs d'État et de gouvernement. Donc, c'est une ressource documentaire très, très précieuse puisque vous avez un historique aussi des différents conseils européens. Et ensuite, la Commission européenne. Mais la Commission européenne représente l'intérêt général. Il y a un gouvernement, un commissaire pour un État membre. Et le grand pouvoir de la Commission européenne, c'est qu'elle a le monopole du pouvoir d'initiative, ce qui veut dire qu'elle seule peut proposer des lois européennes. Alors là, la Commission européenne en cours est présidée depuis 2019 par l'Allemande Ursula von der Leyen, la première femme à être présidente de la Commission européenne. Elle a été nommée 30 ans après que la première commissaire femme ait été nommée dans les années 70. Et la Commission von der Leyen est une commission paritaire, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans tous les postes de la Commission européenne. Donc, vous voyez encore une fois ici les présidents avec la présidente, les différents commissaires avec leur portefeuille et leur photo pour encore une fois donner un visage derrière un nom. Alors, certains vous sont peut-être plus connus que d'autres. Certainement, Thierry Breton est un nom que vous connaissez très bien. D'autres sont moins connus. Et mon travail aussi, c'est de faire en sorte que tous les commissaires soient connus du public français, et pour cela, qu'ils fassent des entretiens avec la presse, écrite ou audiovisuelle. J'organise aussi des conférences de presse des commissaires lorsqu'ils viennent à Paris. Il faut savoir que les commissaires, on a à peu près 300 visites de commissaires et de hauts représentants de la commission pendant l'année. Donc Paris et la France est un pays très très visité par les membres du collège et par les hauts fonctionnaires européens, donc les directeurs généraux. Voilà, donc ça, c'est pour la Commission européenne. Ensuite, il y a bien sûr deux autres institutions qui sont très importantes. Le Conseil de l'Union européenne. Là, je vous ai perdu entre Conseil européen, Conseil de l'Union européenne. C'est le Conseil des ministres, c'est-à-dire que les ministres siègent au Conseil de l'Union européenne, et le Conseil de l'Union européenne adopte avec le Parlement européen les lois européennes. C'est-à-dire que la Commission propose et le Conseil et le Parlement européen disposent. C'est eux qui adoptent. Donc, lorsqu'on dit que Bruxelles a fait ceci ou a fait cela, c'est faux, parce que la Commission propose une loi européenne, et ensuite c'est le Conseil, c'est-à-dire les États, et le Parlement européen, c'est-à-dire les citoyens, donc les députés européens, mais qui représentent les citoyens de l'Union européenne, qui disposent et qui approuvent.
Donc voilà, j'ai préparé une slide sur le Parlement européen, donc c'est-à-dire la voix du peuple, qui est élu au suffrage universel direct depuis 1979 et qui est actuellement présidé par la Maltaise Roberta Metsola. Donc les parlementaires européens, comme je vous disais, ils ont un rôle très important parce que c'est eux qui décident avec les États membres des lois européennes, finalement, les lois qui ont un impact sur notre vie à nous tous en tant que citoyens européens. Alors, après cette présentation, je suis sûre que vous posez encore des questions sur qui fait quoi. Et c'est pour ça qu'au niveau de la représentation en France de la Commission européenne, nous avons développé un mème parce qu'on veut aussi parler d'une manière interactive et puis avec un ton un peu décalé sur cette thématique-là. Et voilà, on a développé un mème pour parler de ces institutions qui peuvent prêter à confusion effectivement entre le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, en plus qui n'est pas une institution européenne. Donc voilà, nous avons développé ce mème qui a connu un grand succès sur les réseaux sociaux. Donc, Conseil européen, ce sont les chefs d'État qui donnent les directions de l'Union européenne, de la construction européenne. Conseil de l'UE, ce sont les ministres. Donc, c'est Conseil des ministres de l'Union européenne. Et le Conseil de l'Europe, c'est en dehors du schéma européen. C'est une institution en fait, qui est à Strasbourg et qui n'est pas en lien avec l'Union européenne. Donc voilà, ça c'est pour le cadre général. Donc ce que j'ai essayé de vous expliquer, de vous donner en fait des visages donc, derrière ces institutions, de vous parler avec un ton un peu décalé de l'Union de ces institutions. Mais après, ce qu'on essaye de faire au niveau de la représentation, c'est aussi de développer des films interactifs pour montrer en fait ce que c'est une loi européenne, puisqu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai sursimplifié en me disant qu'il y a des lois européennes. En réalité, il y a des directives, il y a des règlements. Et justement, nous avons développé un petit film pour montrer la différence entre une directive et un règlement. Et donc, je vous invite à suivre ce petit film que Juliette va passer. Donc voilà, il y a deux types de lois européennes, la directive et le règlement. La directive doit être transposée dans la loi nationale, c'est-à-dire que la France doit la transposer. Ça prend du temps et donc en fait la directive, la grande différence avec le règlement, c'est que la directive établit un objectif et ensuite l'État a les moyens, peut choisir les moyens qu'il utilisera pour atteindre l'objectif fixé par la directive. Le règlement a une portée générale, il est directement applicable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est publié dans le journal officiel de l'Union européenne, il sera directement applicable dans tous les États membres de l'Union européenne. Mais le règlement a une portée générale, donc vous avez eu l'exemple du règlement sur la protection des données, le règlement RGPD, qui a une portée générale. Donc, pour chaque élément en fait législatif, il y a différentes réponses, donc soit une directive, soit un règlement. Après, bien sûr, on parle de lois européennes, mais comment on les adopte? Et pour justement vous parler de comment on adopte les lois européennes, on a aussi préparé un film.
Voilà, donc là, vous avez le cheminement en fait entre les différentes institutions. Donc, le Conseil européen qui établit les grandes orientations, la Commission qui a le monopole du pouvoir d'initiative, donc qui est la seule à pouvoir proposer de loi européenne, et ensuite le Conseil et le Parlement qui négocient ensemble pour trouver un accord, et in fine, la loi européenne entre en vigueur dans les États membres, donc directement si c'est un règlement, et si c'est une directive, indirectement, puisqu'elle nécessite une transposition qui parfois peut prendre jusqu'à 2 ans. On a beaucoup parlé d'Europe ces jours-ci en France, puisque la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc la France n'assure pas la présidence de l'Europe, parce que c'est un poste qui n'existe pas. La France assure la présidence d'une institution européenne, donc le Conseil des ministres de l'Union européenne. Et donc, nous avons aussi proposé une vidéo pour expliquer le rôle de la France en tant que présidente du Conseil des ministres de l'Union européenne. And efficient and very costly for all. Merci beaucoup. Alors, tous ces vidéos est le même. Vous pouvez le trouver sur le compte Twitter de la représentation en France de la Commission européenne, @UE-France. Nous sommes aussi présents sur Instagram et sur Facebook. Et donc, nous avons aussi un site web où nous partageons aussi avec les Français une initiative qui s'appelle les décodeurs de l'Europe, une initiative qui nous est très chère puisqu'en fait on sait que les Français se sentent mal informés sur l'Union européenne et ils demandent à être mieux informés sur l'Union européenne. Donc la réponse que nous avons trouvée, à part être présents sur le terrain et humaniser l'Europe, parler d'Europe, c'est de développer cette initiative qui s'appelle les décodeurs de l'Europe, où on répond à la désinformation sur l'Union européenne et aux idées reçues sur la construction européenne. Typiquement, par exemple, dernièrement, on a développé des fiches sur l'action de l'Union européenne en Ukraine, sur le plan de relance. Donc, les Français ne rembourseront pas le plan de relance. Une fiche aussi dédiée en fait au programme Erasmus+, qui ne bénéficie pas qu'aux plus riches. Donc, ce type de fiches, et je vous encourage à consulter notre site de la représentation où vous allez découvrir une centaine de fiches qui répondent à différents lieux communs sur la construction européenne et sur l'Europe. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour répondre à toute question. Le contact avec le public, avec les citoyens, ça fait aussi partie de mon travail quotidien. Merci beaucoup Adina. Je vois qu'il y a des questions dans le chat sur les liens. On vous les enverra tous. On fera un gros mail récapitulatif à l'issue de la masterclass avec toutes les ressources qui ont été mentionnées pour que vous ayez bien l'ensemble des choses dont on va parler ce soir. Et je passe tout de suite la parole à Muriel Hervaux qui utilise notamment les décodeurs de l'Europe dans son travail. Donc, c'était une très bonne transition. Et voilà, et je vois bien qu'il y a eu des questions dans le chat sur lesquelles on reviendra donc à l'issue des présentations. Entendu. Merci beaucoup Juliette et bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter effectivement, donc je vais commencer par partager mon écran. Ça prend 30 secondes. Voilà, donc là normalement vous devez bien voir mon écran. Je vais
passer la petite fenêtre en bas à droite. Voilà. Je vais vous présenter un dispositif qui s'appelle effectivement le dispositif des animateurs Europe de la région des Pays de la Loire, qui est un dispositif, effectivement, vous allez voir, très intéressant. Donc, je vous en dis un petit peu plus sur la diapositive suivante. Qu'est-ce que c'est exactement que les animateurs Europe de la région des Pays de la Loire? Eh bien, c'est tout simplement une équipe d'intervenants qui, à la base, a été sélectionnée, et alors nous sommes formés en continu par la région des Pays de la Loire sur toutes les questions européennes et les grands enjeux européens. Ce dispositif existe maintenant depuis 30 ans et nous proposons effectivement des séances d'animation sur l'Europe, sur l'ensemble du territoire régional. Donc, je vous ai mis une petite carte effectivement de la région des Pays de la Loire avec les 5 départements, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée. Alors, c'est pour qui ce dispositif? Alors, en fait, nous nous adressons à différents publics, mais principalement, effectivement, alors tous les lycées publics et privés de la région des Pays de la Loire, les centres de formation professionnelle et les CFA, donc d'apprentissage, les associations, les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics, ainsi que les établissements universitaires. En fait, la seule condition qui est requise pour bénéficier d'une animation Europe, c'est d'avoir son siège en Pays de la Loire. Alors ensuite, quels sont les objectifs qui sont poursuivis à travers ce dispositif? Eh bien, c'est effectivement, Adina Revol l'a dit, hein, on sent très clairement qu'en France, ça apparaît régulièrement, notamment dans les eurobaromètres, que l'Union européenne, on dit que c'est une bonne idée, mais effectivement, qu'il manque effectivement de communication et d'information, en tout cas pour nous Français. Donc effectivement, ce dispositif a pour but de sensibiliser le public aux questions européennes, de répondre à une demande croissante. On a vu au fur et à mesure des années la demande évoluer et des questions de plus en plus précises. Dans tous les cas, voilà, moi je le reformulerai en disant c'est donner l'envie et les moyens de comprendre l'Union européenne et son fonctionnement. Alors, comment bénéficier en région des Pays de la Loire? C'est extrêmement simple. Dans tous les cas, la demande se fait à l'initiative de la structure de l'établissement que je vous ai cité précédemment. Ensuite, dans tous les cas, les thèmes, les formats des animations et la durée sont réfléchis et par la structure qui demande, donc la plupart du temps, par exemple, l'enseignant et nous-mêmes, animateurs Europe. La séance, on va dire qu'elle peut se dérouler dans 2 grands cas de figure, soit à l'occasion d'un cours. Alors là, comme il y a beaucoup d'enseignants ce soir, je dirais que, il y a 2 cas de figure. Moi, personnellement, j'ai rencontré 2 cas de figure. Soit l'enseignant nous fait intervenir en introduction de sa séquence sur l'Union européenne pour justement présenter les grands thèmes qu'il souhaite développer. Soit au contraire, il nous fait intervenir à la fin de sa séquence pour tout reformuler et éventuellement compléter ce qu'il a pu dire auparavant. Donc ça, c'est le premier cas de figure à l'occasion d'un cours. Et le deuxième cas de figure, c'est lors d'un temps fort qui est organisé par l'établissement. Là, je vous en ai cité quelques-uns, mais c'est pas exhaustif. Mais ça peut être par exemple la fête de l'Europe, les Erasmus Days à la mi-octobre, les élections européennes. On constate bien, on l'a vu en 2014, en 2019, et ce sera vraisemblablement le cas en 2024. Lorsqu'il y a un temps fort sur les élections européennes, nous sommes davantage sollicités. Dans tous les cas, la procédure est extrêmement simple puisque sur le site europe.paysdelaloire.fr, vous avez un formulaire à télécharger et puis il suffit simplement de le renseigner et de l'adresser à animateur.europe. Et c'est d'ailleurs Jean Brieux de Meuse qui est en charge d'animer ce dispositif. À la suite de quoi la demande est validée justement par le service Action européenne et un animateur Europe est missionné pour intervenir dans l'établissement. Et c'est là que nous prenons contact avec l'établissement et que effectivement on affine sa demande. On lui fait des propositions aussi auxquelles il n'aurait peut-être pas forcément pensé. Mais donc, voilà, on construit la demande avec l'enseignant avant d'intervenir. Donc voilà, d'une manière très concrète. Alors sur le contenu, nous avons tout d'abord 3 modules de base classiques, que sont la construction européenne, les institutions européennes et la citoyenneté européenne. Voilà, des modules effectivement assez classiques, auxquels sont rajoutés des modules un peu plus spécifiques tels que la mobilité internationale des jeunes. Donc là, on va trouver tous les dispositifs de mobilité, Erasmus, bien évidemment, mais pas que Erasmus, il y a le Corps européen de solidarité, etc. La politique agricole commune, l'union économique et monétaire, l'UE et le développement durable. Et nous venons de mettre en place en commun un module très particulier qui s'appelle l'UE et la gestion de crise, qui est en fait un panorama de toutes les crises récentes auxquelles l'Union européenne a dû faire face et comment elle y a répondu, avec quels moyens. Et puis enfin, nous avons une petite zone autre, parce que parfois l'établissement ou l'enseignant peut avoir une demande très spécifique, et à ce moment-là, il peut effectivement la formuler à cette occasion-là.
Donc, ce que vous constatez, c'est qu'effectivement, les thématiques que nous abordons, effectivement, elles ont en lien l'Union européenne, hein, mais c'est quand même très varié, transversal et pluridisciplinaire. Pour le coup, ça peut intéresser différents enseignants. Hein. On rencontre régulièrement, bien évidemment, les enseignants en histoire géo, mais également en sciences économiques et sociales, en droit, en langue, l'enseignement moral et civique, etc. Donc, effectivement, assez transversal. Dans tous les cas, nous mettons l'accent, hein, quand nous intervenons en milieu comme ça scolaire, sur la pédagogie et beaucoup sur l'actualité aussi. Et puis, nous développons de plus en plus des outils numériques au service d'une approche ludique. Et moi, je vais vous en montrer deux que j'utilise, que vous connaissez peut-être, vous, en tant qu'enseignant, certainement. Donc, tout d'abord, effectivement, j'aime bien introduire ma séance, mais j'aime bien aussi la terminer comme ça, par un nuage de mots. Et la question que je pose souvent, alors ça dépend de la thématique, hein, mais assez souvent ça s'y prête, c'est l'Europe en 3 mots, c'est quoi pour vous? Alors c'est très intéressant parce que ça me permet de mesurer quel est le niveau de connaissance déjà du public que j'ai en face de moi sur le thème que nous allons aborder ensemble, et puis sur quel point il serait intéressant d'insister, sur ce qui les intéresse peut-être plus particulièrement. Donc moi, ça me permet d'avoir une petite boussole pour démarrer mon animation. Et la semaine dernière, j'ai fait une animation et je leur ai demandé l'autorisation de mettre leur nuage de mots pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les réponses. Donc voilà un petit peu, c'était des premiers euros. Donc voilà un petit peu les réponses qu'ils ont faites à la question l'Europe en 3 mots, c'est quoi pour vous? Donc vous voyez, c'est effectivement assez riche. Et évidemment, plus un mot est prononcé, plus il est grossi. Donc voilà, et puis moi ça me permet de m'appuyer sur le nuage de mots. Après, ça fait du lien en fait. Lorsque je développe ma séance, je reviens dessus en disant, dans le nuage de mots tout à l'heure, vous aviez parlé par exemple de puissance ou de tension, d'institution, voilà. Donc ça me permet effectivement d'appuyer ma présentation. J'utilise également, alors vous savez que ce jeune public aime beaucoup tout ce qui est ludique, donc effectivement j'utilise notamment beaucoup les quiz et notamment Kahoot que vous connaissez peut-être, qui est un site italien. Pour le coup, c'est intéressant parce que ça leur permet ils s'approprient beaucoup cet outil-là et ça leur permet effectivement de réviser ce qu'on a pu voir de façon très ludique. Moi, ça me permet de voir s'ils ont bien compris toutes les notions que j'ai souhaité leur véhiculer. Je peux le faire aussi en introduction, hein, pour faire un état des lieux, voir ce qu'ils connaissent sur le sujet. Donc, dans tous les cas, c'est très apprécié. Un petit peu les retours, moi, que j'ai eu des enseignants et de leurs élèves sur les animations Europe dans leur établissement. Voilà, ils me disent souvent que c'est clair, que c'est pédagogique, que c'est motivant, que c'est ludique, dynamique, actualisé. Alors ça, actualiser, c'est important pour eux, notamment effectivement sur la crise ukrainienne. Il y a une enseignante, lorsque j'avais monté l'animation, lorsqu'on avait calé l'animation ensemble, elle m'avait pas du tout parlé de l'Ukraine, et en montant l'escalier toutes les deux pour se rendre à la classe, elle me dit, est-ce que vous pourriez faire un petit focus sur l'Ukraine? Donc effectivement, voilà, nous avons cette capacité aussi à pouvoir interagir et intervenir comme ça sur des thèmes très actualisés. Dans tous les cas, effectivement, nos animations sont interactives. Et puis effectivement, on me dit souvent, ça constitue une bonne synthèse de tout ce qu'on a pu voir, parce que souvent, ce que me disent les élèves, mais on a vu des petits bouts comme ça à gauche, à droite au cours de notre enseignement. Et là, finalement, ça nous remet les pièces du puzzle un petit peu en place. Et puis voilà, moi, une remarque que j'ai souvent entendue de la part des enseignants, c'est que ça leur permet aussi d'aborder des thématiques liées à l'Union européenne sur lesquelles ils sont pas forcément très très à l'aise ou très formés. C'est notamment le cas, effectivement, voilà, maintenant ça n'a plus de secret pour nous grâce à Adina Revol, mais notamment effectivement sur les institutions de l'Union européenne qui peuvent apparaître parfois comme très techniques. Et voilà, et les enseignements se sentent parfois enseignants un peu diminués là-dessus. Donc voilà, ils apprécient d'avoir une personne qui est capable d'expliquer ça de façon très très claire. Voilà, ce que je voulais vous dire également, c'est que je voulais vous proposer des ressources, moi également, pour vous accompagner si vous souhaitez, si vous n'avez pas la possibilité, voilà, de faire intervenir un animateur Europe en classe. Sachez qu'il existe quand même pas mal de ressources. Vous avez notamment l'espace d'apprentissage de l'Union européenne, sur lequel vous avez au moins 2 diaporamas, alors qui sont libres de droit, que vous pouvez télécharger, utiliser les diapositives que vous voulez. C'est en général assez actualisé, donc ça c'est plutôt pas mal et assez généraliste. Bien évidemment, les décodeurs de l'Europe, moi c'est un outil que j'utilise beaucoup. Je trouve que c'est très clair, c'est des formats courts, c'est très pédagogique là aussi, que ce soit les vidéos ou les petits textes, et notamment ça détricote des idées reçues. Il y en a souvent effectivement sur l'Union européenne. Ça peut être par exemple, l'Union européenne ça coûte cher, et voilà. Et les décodeurs de l'Europe mettent en évidence que non, ça ne coûte pas cher. Ça reste très factuel dans tous les cas. Donc moi je vous invite effectivement à y aller.
Je vous invite aussi à consulter l'Office des publications de l'Union européenne, qui est une base documentaire de différents ouvrages, ou parfois simplement des petites brochures, ça peut être des cartes aussi que vous pouvez soit télécharger, soit faire venir chez vous. Il y en a qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Je vous invite aussi à aller consulter l'Office statistique de l'Union européenne. C'est un outil on va dire, surtout sur les chiffres. Mais c'est vrai que les enseignants, ça les intéresse beaucoup d'avoir des chiffres à jour, et notamment effectivement en termes de population, en termes de PIB par habitant, ben, voilà, tous ces chiffres-là. Et ça, c'est une véritable mine d'informations. Je vous invite vraiment à aller le voir. Alors, pour ceux qui sont en France, vous avez également les centres d'information Europe Direct et les maisons de l'Europe. Hein. Vous en avez en général à peu près une par département, donc c'est aussi un lieu ressource à aller visiter. Et voilà. Et là, je vous ai mis 2 caouts qui sont en accès libre sans que vous ayez besoin de créer de compte. Donc, il vous suffira de cliquer sur l'un des 2 liens et que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez avec vos élèves. Il y en a un sur qu'est-ce que c'est que l'Union européenne et l'autre, c'est justement sur les institutions. J'avais fait un focus là-dessus. Si vous voulez, voilà, faire un quiz avec vos élèves sur comment fonctionnent les institutions européennes et qu'est-ce que c'est exactement. Et voilà, et pour conclure, voilà, moi je voulais vous dire que, avant de laisser la parole à Jean-Brieuc de Meusque, voilà, il y a les années se succèdent et il y a souvent des thématiques intéressantes pour faire une porte d'entrée, pour parler de l'Union européenne en classe avec vos élèves. Mais cette année 2022, elle est quand même assez riche à ce niveau-là. Donc voilà, on l'a vu, hein, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, voilà, jusqu'au 30 juin. Hein. C'était les 20 ans de l'euro, voilà, cette année, les 30 ans du traité de Maastricht et les 65 ans des traités de Rome, le 35e anniversaire d'Erasmus également, voilà, et puis c'est aussi l'année européenne de la jeunesse. Donc, effectivement, autant de portes d'entrée pour parler de l'Union européenne. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire, je vais arrêter mon partage d'écran, voilà, pour vous retrouver, et peut-être laisser la parole à Juliette. Merci beaucoup Muriel, c'était très intéressant. Et je vais laisser la parole, moi, à mon tour, à Jean-Brieuc, qui va donc aborder, lui, des projets plutôt mis en place au niveau local, grâce notamment à l'Union européenne. Oui, merci Muriel pour la présentation. Bonsoir à tous. Je vais partager également un PowerPoint pour faciliter les partages de propos. Voilà, vous voyez bien mon écran. Voilà, je voulais vous présenter plus particulièrement un projet Erasmus que nous on porte ici à la région des Pays de la Loire et qui concerne le harcèlement scolaire. Pour vous montrer un peu voilà, ce qui est possible de faire grâce à ce programme européen. Pour commencer, bon, je vous montre un peu une présentation globale de l'organisation de la région par direction pour vous montrer qu'on est quand même sur beaucoup de compétences et obligatoires ou pas obligatoires. Comme vous pouvez voir, il y a le lycée ici ou encore chez nous la politique européenne. Juste pour vous dire qu'aborder l'Union européenne en classe, pour nous, c'est quand même une question transversale. Parce que nous ne travaillons pas directement forcément avec l'équipe de la direction des lycées. Néanmoins, c'est quelque chose qui est soutenu par la région. Là, c'est plutôt la direction de l'Europe. Vous voyez on gère ici tout ce qui concerne les fonds structurels. Donc FEDER, FSE et FEADER, donc pour ceux à qui ça parle. Et nous sommes une petite équipe ici de service Action européenne qui travaille plutôt sur la communication, la sensibilisation et le développement de projets en lien avec les programmes sectoriels, dont Erasmus, mais aussi Horizon Europe ou LIFE, par exemple. Alors ça, c'est l'émission du service de l'action européenne. Essentiellement, on est là pour informer et sensibiliser, comme je l'ai dit. On accompagne aussi des projets européens, donc ça peut être des lycées, hein, mais après, c'est aussi ça peut être des entreprises, hein, ça dépend de la thématique. On est sur quand même un panel de thématiques assez large. En l'occurrence, moi, je m'occupe de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture, mais j'ai d'autres collègues qui s'occupent de la transition écologique, par exemple, ou d'autres de l'enseignement supérieur. On travaille aussi à monter des projets européens pour la région, c'est le cas de Fabas. Et on anime aussi des réseaux thématiques européens. Donc, comme a évoqué Muriel tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les maisons de l'Europe, mais pas que, aussi avec toutes sortes de hubs sur le territoire, que ce soit pour la recherche ou autres thématiques. Et une des missions aussi obligatoires qu'on a en lien avec les fonds structurels, c'est la communication sur les fonds européens. Les dispositifs, donc pour ce qui concerne de l'éducation et comment aborder l'éducation en classe, nous, on ne l'aborde pas directement, on aide à ce que ça soit abordé dans les classes. Donc Muriel a très bien présenté le dispositif des animateurs Europe qu'on pilote ici dans notre service. On travaille aussi avec une action éducative régionale qui s'appelle Jeunes Nigériens citoyens en Europe,
Donc là, c'est, un appel à projet où des classes viennent, travaillent sur un projet européen tout le long de l'année. Ils viennent le restituer ici à l'hémicycle, régional devant leurs pairs, hein, devant les autres élèves. On a un dispositif Cap Europe qui, eux, aide financièrement quelques projets. Par exemple, des classes qui veulent aller découvrir à Bruxelles ou Strasbourg, les institutions européennes. On peut donner un coup de main, financier, là de enfin, voilà, de ce côté-là. Le réseau des acteurs à vocation européenne, donc j'en ai parlé, hein, les maisons de l'Europe, mais sur le territoire, on a aussi une radio qui s'appelle Euradio, qui travaille beaucoup, hein, sur les questions européennes et essaye de rendre justement cette problématique, cette thématique, bah, voilà, centrale un peu, dans le quotidien des gens. Et on participe à divers, comités ou, groupes de travail comme le Coremob. Peut-être que cela vous parle puisque ça concerne aussi vos DAREC, hein, vos délégations, régionales, donc à l'Europe, l'international et à la coopération. Alors, je vais me concentrer un peu plus sur Fabas. Je vais un peu, comment dire? Faire, le résumé des grandes étapes qui nous ont concernés, depuis sa création, et son idée envers fin 2018, début 2019. Donc l'idée pour nous, c'était de faire rayonner une politique régionale éducative à l'échelle européenne. Alors pourquoi? C'était essentiellement aussi on était beaucoup sur des projets plus structurants, genre économie bleue et on voulait montrer qu'on avait aussi une carte à jouer du côté de l'éducation avec le programme Erasmus qui nous paraissait intéressant. Et donc, on voulait développer une action éducative ligérienne, c'est-à-dire, ce sont un ensemble d'actions que propose la région, voilà, en accompagnement de projets que les classes peuvent développer dans différents types de thématiques. Donc, je vous montre juste rapidement les différentes thématiques du site internet, hein. Ça peut être le civisme et les valeurs de la République sur lesquelles on travaille, mais ça peut être aussi l'estime de soi, la culture ou la transition, écologique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc concrètement, là, je veux juste vous parler un peu comment on monte un projet, comment un peu on l'anime, hein. On a contacté tout un panel d'acteurs qui avaient, souscrit à cette action éducative, hein, particulièrement sur le harcèlement scolaire. On a choisi le harcèlement scolaire parce qu'il nous paraissait porteur. On a hésité avec le problème des addictions, mais en 2019, on sentait qu'il y avait un frémissement de ce côté-là, donc on a préféré se concentrer sur cette thématique, particulièrement. Et on a monté des premiers groupes de travail en France pour pouvoir évaluer sa faisabilité, les besoins et la motivation de chaque établissement. On a proposé aussi, à des partenaires européens, c'est obligatoire, hein, dans un projet européen, hein, ça va de soi. Vous devez en avoir 2 minimum de 2 pays différents pour un partenariat Erasmus. On a utilisé la plateforme School Education Gateway pour le faire, mais aussi notre bureau de représentation des Pays de la Loire à Bruxelles, qui nous a aidés à nous mettre en contact avec d'autres régions, européennes. Alors là, vous avez la liste des partenaires. Donc, s'il y a nous, la région des Pays de la Loire comme pilote, on travaille forcément avec le rectorat, donc via leur service santé sociale, qui s'occupe des problèmes de harcèlement, mais également la DAREC, comme j'ai expliqué, qui nous a aidés pour trouver d'autres partenaires. Vous avez l'association en Italie Progetto Crescere qui eux s'occupent de former, les parents d'élèves et les établissements, au harcèlement. Le Kaunas Teachers Training Center, lui, s'occupe plus particulièrement, de la formation des professeurs. Il y a 2 IES, alors les IES en Espagne, c'est presque l'équivalent d'un collège en France, voilà, qui participent avec nous. Le rectorat de la province de Liège, que la DAREC des Pays de la Loire nous a aidés à ramener dans le consortium. Et on a 4 établissements, ligériens, donc des Pays de la Loire, qui font partie de ce consortium. Donc vous pouvez voir à Guérande, au Mans et à Nantes. On a rajouté un collège, donc le collège, c'est pas forcément le public prioritaire, d'une région, mais à la demande de la DAREC, ça leur a semblé plus pertinent d'élargir et c'est vrai que les problèmes de harcèlement commencent très jeunes, donc il fallait peut-être aussi apporter cette, dimension-là supplémentaire. Après la question aussi, un partenariat, il ne faut pas qu'il soit trop grand, surtout, quand on commence. Donc on n'a pas non plus ouvert vers les écoles primaires, ce qu'on aurait pu faire, mais peut-être si on fait un Fabas 2 éventuellement. Juste pour vous expliquer, on a d'abord fait une analyse des besoins, donc avec des enjeux liés à l'identification et au traitement des cas avérés, hein, c'est ce qui est ressorti en premier. Ensuite, on a vu aussi les enjeux liés à la libération de la parole auprès des élèves. Et enfin, le troisième enjeu, c'était la perception du problème par les adultes, hein, voilà, parce que, voilà, pour résumer, certains cas sont encore perçus comme des enfantillages, mais pas que. Des fois, il manque d'outils pour comprendre ou voir ce que c'est exactement un cas de harcèlement. Les objectifs du projet qu'on a inscrit dans notre dossier Erasmus, c'était donc d'engager une réflexion sur les outils et les méthodes de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, mais en s'appuyant sur des échanges de bonnes pratiques avec les partenaires. Et un autre objectif, le deuxième, définir un protocole commun entre les différents corps de métier qui composent un établissement scolaire.
Alors celui-ci, il est très ambitieux, on ne sait pas si on arrivera à le mener, puisque chaque pays a, on va dire, sa propre façon de répondre, même ses propres règles législatives en matière de harcèlement, ce qui fait qu'un protocole commun FABAS ne va pas être forcément possible. Ceci dit, on cherche à donner, voilà, le plus de réponses possibles qui seraient intégrables facilement dans un établissement européen. Le public cible, c'est essentiellement les enseignants, les cadres administratifs, le personnel de la vie scolaire et le personnel de santé. On a laissé de côté les élèves pour cette année, puisque voilà, ça compliquait un peu aussi notre organisation. Mais voilà, il faut prendre Fabas comme plus comme un projet de formation en fait pour les professeurs. On a lancé le projet le 3 novembre 2020, donc on l'a écrit en plein confinement et on a pu le lancer en novembre 2020. Les activités, il a fallu décider pendant les autres phases de confinement ce qu'on allait faire, puisqu'on devait faire cette mobilité qu'on n'a pas pu réaliser tout de suite. Donc, on a mis en place des webinaires. Et les webinaires, bon, voilà, ça consistait à proposer des études de cas et où chaque partenaire venait avec leur solution et ouvrir des discussions. On animait tout ça avec un logiciel qui s'appelait Klaxoon, qui est très intéressant, mais bon, qui n'est pas libre d'accès. Et on a fait des groupes de travail par thématique, donc réglementation, outils, cyberharcèlement, voilà, pour pouvoir donner vie pendant 1 an au projet. Et on a pu reprendre nos mobilités en novembre dernier, ici à Nantes, où on a accueilli pendant 3 jours 24 personnes, qui venaient de ces différents partenaires. Alors là, je vous montre un exemple de fiche un peu, voilà, c'était sur 3 jours. Là, c'était une fiche, c'était celle, de team building, Lost in Translation, histoire de, voilà, de briser la glace, comme on dit, et de pouvoir échanger un peu, sur, voilà, entre les participants. Ça, c'était plus pour ouvrir. Et sinon, voilà, un atelier sur les outils où on discutait un peu chacun sur nos méthodes, et on était un peu accompagnés par un lycée en particulier qui nous montrait, eux, leurs propres méthodes au quotidien. Et la semaine prochaine, on est revenu d'une mobilité en Espagne de 3 jours, et les prochaines mobilités auront lieu en Belgique au mois de mai, et il y aura encore 4 mobilités jusqu'en 2023. Puisqu'avec, le problème de la pandémie, on a eu une prolongation d'1 an, du projet pour pouvoir le mener à son terme. Je vous montre juste un peu des 2 exemples, hein, d'activités qui ont eu lieu la semaine dernière, donc, une revue littéraire ou, des puzzles, de l'amitié. Voilà, c'est assez divers et c'est très concentré aussi, par ailleurs sur les outils, et on essaye aussi de mettre en place des livrables, hein, au-delà d'un protocole commun, on va essayer de faire une vidéo ou un livret, à destination qu'on essaiera de diffuser sur nos territoires respectifs. Voilà, j'ai été un peu rapidement pour pouvoir laisser aussi un peu de place, aux questions. Hem, J'espère Merci que ça a beaucoup été Jean-Brieuc, c'est c'était bon? parfait, ouais, pour, justement montrer, des réalisations, concrètes et locales, grâce au financement européen, c'était impeccable. OK, Je merci. vais tout de suite, enchaîner sur les questions pour pouvoir, libérer Adina. Il y avait 2 questions, sur votre présentation. Une question sur, le représentant, pardon, du Conseil européen. Est-ce que c'est forcément un chef d'État ou un ancien chef d'État? Votre micro est coupé. Désolée. Alors, le président du Conseil européen, donc juste pour revenir en arrière un tout petit peu pour vous faire un historique de cette fonction qui a été officialisée pour la première fois en 2009 avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Parce qu'avant, le Conseil européen était présidé par les chefs d'État ou de gouvernement du pays qui détenait la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne. Donc, par exemple, en 2008, la France a détenu la présidence du Conseil de l'Union européenne et à ce titre, Nicolas Sarkozy était aussi président du Conseil européen pendant 6 mois. Et ce qui s'est passé derrière, donc avec le traité de Lisbonne, on a voulu donner plus de continuité, de cohérence à cette fonction pour qu'elle ne change pas tous les 6 mois. Donc, l'idée a été d'avoir un président qui soit là pendant 2 ans et demi, renouvelable une fois. Alors, en quoi consiste la fiche de poste? C'est le président du Conseil européen doit animer les travaux du Conseil européen, doit présider les travaux et aussi il doit négocier, ça doit être un fin négociateur. Et donc, le Conseil européen élit en son sein le président à la majorité qualifiée. Donc, depuis 2009, nous avons eu effectivement des anciens premiers ministres, donc Donald Tusk, c'était le deuxième président, le premier c'était Herman Van Rompuy, un ancien premier ministre belge.
Ensuite, Donald Tusk pour 2 mandats, donc pour ancien Premier ministre polonais, et maintenant Charles Michel, ancien Premier ministre belge. Vous allez me dire qu'il manque de femmes, peut-être que le prochain président sera la présidente du Conseil européen, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ma présentation, la Commission est présidée par une femme, le Parlement européen, pour la 2e fois de son histoire, par une femme, donc Roberta Metsola, et puis la Banque centrale européenne, donc je n'ai pas parlé, est aussi présidée par une femme, donc la Française Christine Lagarde. Merci beaucoup. Il y avait une deuxième question au moment où vous parliez des différentes lois européennes, directives, etc., sur les décrets européens. Comment est-ce que ça s'inscrivait justement dans ces différents types de règlements? Alors, dans les lois européennes, il y a 3 types de lois européennes, mais j'ai sursimplifié en vous le présentant. Donc, il y a 2 principales, les directives et les règlements, les lois européennes qui sont les plus utilisées. Après, nous avons une 3e type de loi européenne qui s'appelle une décision européenne, qui a aussi une portée générale et qui est transposable immédiatement. Mais il n'y a pas de décret européen. Donc, vous avez la directive, encore une fois, avec un objectif qui est établi au niveau de l'Union européenne, et ensuite les moyens sont établis au niveau de chaque État membre pour que l'objectif européen soit atteint. Et elle nécessite une transposition nationale qui peut prendre du temps. Parfois, c'est jusqu'à 2 ans. Et puis, parfois, la transposition peut ne pas être correcte. Donc, c'est là que la Commission intervient pour s'assurer que la transposition est correcte. Donc, la Commission est aussi gardienne des traités. Et ensuite, donc, le règlement, qui est un règlement de portée générale avec une portée générale européenne, et le règlement en fait, ne doit pas être transposé en législation nationale, il est d'application immédiate. Donc, il s'applique dès sa publication dans le journal officiel de l'Union européenne. Et encore une fois, donc, il y a une portée générale, donc il est différent de la directive européenne. D'accord, merci. Et alors, il y a eu une dernière question pendant que vous parliez sur toujours le représentant du Conseil européen sur est-ce que vous pensez qu'à terme, il devrait être élu au suffrage universel direct? Alors, ça, c'est tout le débat sur la démocratie et le déficit démocratique de l'Union européenne. On dit souvent que l'Union européenne n'est pas démocratique. Mais aujourd'hui, dans ma présentation, j'espère que vous l'aviez entendu, en tout cas moi je l'ai sous-entendu, il y a les représentants de citoyens, donc dans le Parlement européen, donc les députés européens représentent, selon le traité, les citoyens de l'Union européenne. Il y a au Conseil de l'Union européenne, au Conseil des ministres, les ministres y siègent, et donc les ministres, forcément, ils sont élus dans leur État. Donc, il y a une élection qui est passée par là. Et puis derrière, il y a la Commission européenne qui est aussi maintenant, depuis le traité de Lisbonne, qui est élu en fait par le Parlement européen. Et on a un exercice démocratique qui est très mal connu en général. C'est le fait que les commissaires européens passent un grand oral devant le Parlement européen avant qu'ils soient nommés. Et il y a des commissaires proposés qui ne sont désignés, qui ne sont jamais nommés parce qu'ils ont raté ce grand oral démocratique devant le Parlement européen. Et voilà, pour ne pas la citer, la dernière en date, c'est la Française Sylvie Goulard, mais il y en a eu d'autres. Et donc, c'est un grand exercice démocratique qui est très important en fait pour assurer la démocratie de l'Union européenne. Et puis au niveau du chef d'État, donc du Conseil européen, les chefs d'État sont élus aussi. Donc nous avons une démocratie européenne dans ce sens-là. Et bien sûr, la démocratie européenne est aussi quelque chose qui est vivant. Vous avez parlé, Muriel, de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui est en cours aujourd'hui et justement qui est un moment propice pour que chacun d'entre nous s'exprime sur l'avenir qu'on veut donner à l'intégration européenne en dehors de moments démocratiques. Et puis, quoi de mieux aussi pour exprimer sa vision que de participer aux élections nationales et européennes. Et d'ailleurs, il y a des élections bientôt en France qui s'annoncent avec une forte abstention, donc allons voter.
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai l'impression qu'il y avait pas d'autres questions qui vous étaient spécifiquement dédiées, donc si vous voulez vous sauver, il y a pas de souci. Il y avait des questions, enfin peut-être je vous laisse, dire au revoir si vous voulez. Oui, merci beaucoup. Merci encore une fois à tous. Comme je disais, je suis à Bruxelles, au siège de la Commission européenne, dans le cadre d'un séminaire organisé pour tous les porte-parole des représentations en France, pour porte-parole des représentations de la Commission européenne partout dans l'Union européenne, parce qu'il y en a 27 représentations dans tous les États. Et parfois, dans certains États, il y en a deux, comme en France. Par exemple, il y en a une représentation à Paris et une représentation à Marseille. Et donc, nous avons effectivement un moment de convivialité pour mieux nous connaître, parce qu'avec la crise du Covid, certains d'entre nous avons été nommés, c'est d'ailleurs mon cas, et nous n'avons pas encore rencontré personnellement nos collègues. Et donc, ce moment de convivialité finit à 19h. Donc voilà, j'aimerais avoir 10 minutes avec mes collègues pour leur dire bonjour. Pas de souci. Merci beaucoup d'avoir participé, Adina, et donc je transmettrai votre PowerPoint et les vidéos aux participants à l'issue de la masterclass. Tout à fait, pour leur envoyer aussi mes coordonnées. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions sur l'Union européenne. C'est mon travail. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et alors, Muriel et Jean-Brieuc, il y a eu pas mal de questions sur justement les dispositifs que vous avez présentés, sur est-ce qu'ils sont propres à la région des Pays de la Loire, notamment les animateurs Europe, ou est-ce que c'est développé à l'échelle nationale? Qu'est-ce qu'il y a dans les dom-tom comme dispositif approchant? Donc ça, je ne sais pas si vous avez des pistes un petit peu ou des pistes de réponse là-dessus. Nous, on est collectivité territoriale, donc région des Pays de la Loire, et c'est un dispositif et une volonté politique des Pays de la Loire. Il y a eu une époque en Bretagne, ce type de dispositif un peu équivalent, mais qui n'a plus cours, à ma connaissance, hein, Muriel, tu me corrigeras. Et il me semble que c'est un peu un dispositif assez unique dans le paysage français. Pour le peu qu'on en a parlé avec d'autres collègues de région, ils ont toujours été intéressés, puisque ça n'existait pas. On a aussi la chance, nous, d'avoir un terrain très fertile, puisqu'on a 4 maisons de l'Europe sur 5 départements et 5 labels Centre Europe Direct sur les 5 départements, puisqu'en Vendée, c'est géré par la commune de La Roche-sur-Yon. Donc nous, on a on a une vraie politique. Alors c'est vrai que pour votre public enseignant, forcément, qui sont pas en Pays de la Loire, ce serait moins intéressant. Mais il ne faut pas hésiter, peut-être, de voir pousser du côté des collectivités pour développer ce genre d'initiative, parce que, bon voilà, Muriel me le confirmera, mais c'est toujours bien accueilli, en fait, dans les établissements. Oui, je confirme. Nous sommes très très bien accueillis. Nous avons une fidélisation des établissements d'une année sur l'autre qui nous redemandent, effectivement. Donc oui, après, effectivement, je pensais aussi aux conseils généraux, peut-être dans d'autres départements, peut-être voir ce qu'il existe localement. Ça serait intéressant. C'est aussi pour ça que je vous ai mis les ressources au cas où il n'existerait rien dans votre région. Voilà, je fais juste une petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit Adina Revol, qui nous a parfaitement bien expliqué les institutions de l'Union européenne. Il y a aussi quelque chose qui est très méconnu, c'est au moment des élections, lorsque l'on vote effectivement aux élections européennes pour élire les députés européens, notre vote influe directement sur le choix du ou de la présidente de la Commission européenne, puisque le traité de Lisbonne dit que c'est le parti politique, le groupe politique qui aura obtenu le plus de candidats, qui verra son candidat devenir président ou présidente de la Commission européenne. Donc ça, c'est aussi une expression de la démocratie européenne qui est effectivement moins connue. Donc notre vote aux élections européennes permet d'élire à la fois les députés européens, mais indirectement aussi le président ou la présidente de la Commission européenne. Donc là, je ferme la parenthèse parce que c'est pas très connu et je trouvais ça aussi important. Merci beaucoup. Et c'est vrai que donc dans nos échanges, pour revenir un peu sur justement le fait que les animateurs Europe, ça n'existe qu'en région Pays de la Loire, ce qu'on se disait, c'était que justement, c'est un dispositif qui peut être intéressant, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Qui sait, ça peut faire naître des initiatives dans d'autres territoires. Et il y avait également une question sur la géographie. Quelqu'un qui nous dit « Bonsoir, je suis géographe de formation et je trouve que la géographie est le parent pauvre des thématiques proposées ce soir. » Donc là, peut-être plus Muriel, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des enseignants de géographie, justement, avec un angle un peu plus géographe sur ces sujets ?
Alors c'est vrai qu'en France, les enseignants, ce qui n'est pas le cas, je crois, en Belgique, hein, les enseignants sont enseignants d'histoire et de géographie, ils enseignent les deux matières simultanément, ce qui est effectivement très différent, hein. Ce qui est vrai, c'est que les enseignants nous sollicitent peut-être davantage sur la construction européenne, sur les étapes de la construction européenne, voilà, les différents traités, les différents élargissements, etc. Mais que effectivement, on peut, notamment à travers des caouts ou à travers des cartes, travailler sur la géographie. Mais c'est vrai que c'est une porte d'entrée qui est moins demandée en tous les cas. Ouais, tout à fait, je confirme. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, il nous reste encore 5 minutes, donc s'il y a une ou deux questions dans le chat, n'hésitez pas, je surveille. Et moi, j'avais peut-être une petite question qui est un peu plus générale, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Ah bah, il y a une autre question, donc je poserai la mienne plus tard. Quel est le rôle du dispositif Europe Direct? Alors, Europe Direct, c'est un label décerné par la Commission de l'Union européenne à des associations. Voilà, c'est un appel à projet. Ce label donne le droit à une subvention annuelle et aussi à du matériel d'information. Donc, l'objectif, c'est vraiment aussi d'informer et de sensibiliser le citoyen sur l'action de l'Union européenne au plus proche des citoyens. Voilà, c'est essentiellement ça. C'est pour une structure, hein, c'est plutôt pour les associations, mais il y a aussi des collectivités locales. Je pense au département des Côtes-d'Armor, je crois qu'ils sont labels. Nous, on l'a été il y a très longtemps, avant de laisser la main aux associations locales. Donc, voilà, c'est ça. C'est un label délivré par la commission. D'accord, merci beaucoup. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire dans le chat. Avant, il y avait des centres de culture européenne. Nous avions fait une super table ronde, mais existe-t-il encore à Saint-Jean-d'Angely? C'est une bonne question. C'est possible. Enfin, alors c'est vrai qu'il y a les centres de culture européenne qui regroupent plutôt les associations, franco, je sais pas, franco-russes, franco, espagnoles, dont les objectifs sont plutôt l'apprentissage de la langue et le partage de culture. C'est vrai que tout ce qui est Maison de l'Europe, c'est davantage, voilà, la promotion de ce que fait l'Union européenne directement, de ses dispositifs, comme les fonds structurels ou les programmes européens. Ils accompagnent beaucoup les jeunes vers le service volontaire européen. Bon voilà, on n'est pas tout à fait dans les mêmes échanges. Ils organisent aussi des webinaires sur la PAC ou ce genre de choses. Voilà. Par contre, donc nous, on a la liste, donc elle est sur internet, hein, la liste des maisons de l'Europe. Par contre, pour les centres de culture européenne, c'est peut-être plus les communes qui gèrent ça, je pense, D'accord, davantage. merci. Et alors après, il y a une question, un peu plus technique sur la politique de défense européenne. Existe-t-il un équivalent de l'article 5 de l'OTAN dans l'UE, solidarité en cas de pays attaqué? Alors peut-être Muriel davantage. Oui, je vais bien répondre avec plaisir. Et effectivement, il y a un équivalent qui est dans le traité de Lisbonne et qui est ce qu'on appelle une clause de solidarité, qui n'existait pas avant. Donc, le traité de Lisbonne, signé en 2007, entré en vigueur en 2009, et qui prévoit que en cas de catastrophe naturelle, d'attaque, etc., les autres États membres peuvent venir aider s'ils le souhaitent un des États victimes de cette situation. Oui, tout à fait. Il y a un équivalent au niveau de l'Union européenne grâce au traité de Lisbonne et la clause de solidarité, tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Alors il nous reste 2 minutes, donc je vais peut-être juste poser ma question à moi, qui est une question un peu plus générale. C'était, on a beaucoup parlé de comment parler d'Europe, mais on n'a pas vraiment dit pourquoi c'était important d'en parler. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, l'un et l'autre. Alors moi, je vais me mettre un peu en retrait. Je te laisse répondre peut-être, Muriel. Bah, avec plaisir, parce que moi, je m'aperçois dans mon quotidien, quand je vais dans les établissements, je m'aperçois que, il y a un vrai manque d'informations sur l'Union européenne et que quand il y a de l'information, parfois, il y a vraiment des stéréotypes.
Donc, il faut effectivement vraiment reprendre les bases de ce que c'est que l'Union européenne, parce qu'effectivement, on n'a jamais autant été informé qu'avec Internet, mais parfois, effectivement, parfois des choses qu'il faut reprendre parce qu'elles ne sont pas exactes. Donc, voilà. Et puis, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, que ça, c'est vraiment dans les eurobaromètres, dans les sondages de l'opinion, notamment les Français disent qu'ils ne se sentent pas effectivement suffisamment informés sur l'Union européenne, hein. Et notamment, alors au moment des élections européennes, ils sont parfois, alors on a connu là en 2019 une hausse de la participation substantielle, hein, puisqu'on est repassé au-dessus des 50%, de ce qui était beaucoup, mais effectivement avec des thématiques qui incitaient les jeunes à voter. Mais à ce moment-là, vous avez des outils en ligne qui existent pour, si vous ne savez pas pour qui voter, voilà, qui peuvent vous aider à choisir pour qui vous allez pouvoir vous engager au moment de l'élection. Donc voilà. Et puis moi je dirais parce que aussi pour terminer peut-être là-dessus, parce que l'Union européenne c'est tout simplement notre quotidien. On a perdu un peu ça de vue également, mais c'est ce qu'on a dans nos assiettes, dans nos sacs, dans nos poches, dans nos maisons, etc. Donc c'est extrêmement quotidien l'Union européenne, et peut-être parce qu'effectivement elle est intégrée de façon quotidienne, on a perdu un peu cette lisibilité, d'où l'importance d'en parler. Et puis voilà, je dirais quand même 72 ans de paix grâce à l'Union européenne, rien que ça mérite d'en parler. Ouais. Merci beaucoup. Et effectivement, on terminera là-dessus puisqu'il est 19h tout pile et que je ne veux pas vous garder trop longtemps. Merci beaucoup Muriel et Jean-Brieuc d'être intervenus pendant cette masterclass. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé, qui ont posé des questions. Cette masterclass, elle est donc enregistrée. Vous pourrez la retrouver en ligne d'ici quelques mois sur Educarte et sur notre chaîne YouTube. Et entre-temps, n'hésitez pas, donc, si vous avez des questions, à écrire à l'adresse abonnement@educarte.fr que je mets dans le chat. Et de toute façon, comme je le disais, j'enverrai un mail très prochainement avec donc toutes les ressources présentées ce soir. Voilà. Merci Juliette et merci à tous. Merci Juliette. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Bonne soirée.